Bonjour et bienvenue sur LCP. Il y a 7 mois, l'archipel français de Mayotte était dévasté par le cyclone Chido, l'un des plus dévastateurs de son histoire. À peine nommé à Matignon, François Bayrou décidait de se rendre sur l'île à 8000 km d'ici de l'Assemblée nationale. Et dans la foulée, le Parlement s'est penché sur le sort du 101e département, qui est aussi le plus pauvre de France, avec la présentation de plusieurs projets de loi examinés par les députés et par les sénateurs et qui touchent aussi les problèmes de fond que connaît l'île depuis longtemps. Ce 9 juillet, après plusieurs heures de débat, eh bien c'est l'heure du vote. Le rapporteur Philippe Vigier salue un texte essentiel pour l'archipel. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre d'État, Monsieur le Président de la Commission des lois, Mesdames, Messieurs les députés, pardonnez-moi. Vous me permettrez juste d'avoir une pensée pour notre collègue Olivier Marleix, qui était avec nous pendant ce texte en commission des lois, pendant la commission, était très actif. C'est un voisin de circonscription, un compagnon de route de 25 ans. Je tenais simplement à avoir une pensée affectueuse pour lui et pour les siens. Mes chers collègues, avec cette loi organique et cette loi importante pour Mayotte, c'est la deuxième fois, Monsieur le Ministre d'État, que nous avons un rendez-vous absolument majeur pour Mayotte en 2025. Un rendez-vous majeur avec cette loi de refondation, cette loi qui va permettre enfin à ce territoire de Mayotte, qui est l'objet de tous les enjeux, l'enjeu que chacun connaît bien en termes de pauvreté, en termes d'insécurité, en termes d'immigration, des enjeux socio-économiques extrêmement forts, des enjeux aussi géostratégiques, puisque au cœur du océan Indien et naturellement à proximité d'États influents dont on sait très bien que pour eux, ces territoires sont fragilisés. Donc cette loi est une loi puissante que vous portez. Je tiens à remercier, Monsieur le Ministre, l'écoute qui a été la vôtre tout au long de la construction de ce texte, l'écoute qui a été celle-ci de nos collègues sénateurs, de tous les collègues députés ici, de toutes les équipes qui se sont mobilisées pour faire en sorte que l'on apporte une réponse à la hauteur pour ce territoire de Mayotte. Et avec une loi originale, puisque celle-ci a véritablement 4 piliers, chacun l'a bien compris, un pilier très fort institutionnel, que ce département devienne une région, à l'image et à l'instar de ce qui se passe dans tous les territoires ultramarins, un volet très fort, puisqu'il va y avoir, comme vous le savez, avec ce volet économique et social, cette notion de convergence sociale tant attendue depuis le statut de département de 2011. Eh bien oui, sur cette convergence sociale, nous sommes au rendez-vous avec pas simplement des ordonnances, mais grâce aux parlementaires. Eh bien, le SMIC qui, dès le 1er janvier 2026, sera porté à 87,5% de ce qui se passe dans l'Hexagone, mais pas que cela. L'accompagnement des entreprises avec des exonérations de charges sociales plus puissantes encore et cette fameuse LODEOM, jamais appliquée à Mayotte et qu'il sera enfin. Un volet très important en matière d'immigration. La moitié de la population, on le sait, eh bien, n'est pas mahoraise. Ils viennent des territoires, en particulier des Comores, mais également de la région des Grands Lacs, avec un levier puissant, ce rideau de fer, ces moyens nouveaux, où au lendemain du Chido et la première réponse, Monsieur le Ministre, que vous avez portée, c'est un volet très puissant en matière de lutte contre l'immigration, facteur des désordres, en matière de logement, en matière d'insécurité, en matière, bien sûr, économique et sociale, en matière de fragilité et d'accès aux services publics. Donc ce troisième pilier est un pilier considérable. Le quatrième pilier, c'est l'investissement. On nous a toujours dit, à Mayotte, il y a des retards structurels. Oui, ces retards sont là, ils sont accumulés, il y a eu des fautes qui ont été commises, il y a une responsabilité collective. L'État n'a pas toujours été à la hauteur, mais les collectivités ne l'ont pas été non plus tout le temps. Et là, ce sont 4 milliards d'euros. D'ici 2031, regardez les autres territoires où on investit aussi puissamment que ce qui est proposé dans ce document. Et il y a un rapport annexé qui reprend tout cela. Je pense naturellement au grand port maritime. Je pense enfin, d'ailleurs, une exception que nous allons enfin gommer, puisque Mayotte n'avait pas de grand port maritime, le nouvel aéroport, l'Arlésienne de 20 ans, où il y a une réponse qui arrive, mais pas simplement en matière de santé, en matière de sécurité, puisque en matière de justice, des équipements structurants. Mayotte, ce n'est pas simplement cela. Monsieur le Ministre, vous avez accompagné la mise en place d'un établissement public, outil très puissant, qui permettra de réaliser les investissements attendus depuis si longtemps. Alors oui, la copie n'est pas parfaite. Elle n'est pas parfaite pour une raison en particulier, c'est le fameux article 19. On s'est mis à l'écoute, je crois, de tous les élus. Bien sûr, les parlementaires de Mayotte, mais pas simplement les élus locaux. Cet article 19 qui permettait eh bien, de mettre fin quelque part
à ce désordre cadastral, parce qu'on ne va pas se raconter d'histoire. S'il n'y a pas de maîtrise cadastrale, il n'y a pas d'équipement structurant, c'est une lenteur et naturellement qui sera là. Alors certains parlementaires nous ont rassurés, nous disant hier, en commission mixte paritaire, eh bien, qu'il n'y aurait pas de difficulté pour le nouvel hôpital, nous avions la maîtrise foncière. Je le souhaite de tout mon cœur. On n'est pas là pour de la coercition, mais c'est un chemin de confiance que nous avons entrepris avec les habitants de Mayotte et leur dire que l'État a su répondre en janvier, a su répondre avec ce projet de loi puissant, comme il avait su répondre sur la crise de l'eau, puisque à Mayotte, à l'heure où je vous parle, il y a des tours d'eau. À Mayotte, à l'heure où je vous parle, il y a 10 000 enfants qui ne sont pas scolarisés. À Mayotte, on peut avoir le plus grand cœur du monde, mais la moitié de la population est en situation irrégulière. Donc chacun a bien compris que c'est un texte de refondation, d'avenir, pour dire que la République n'oubliera pas Mayotte, la République française n'oubliera pas Mayotte, Mayotte ayant démontré à plusieurs reprises combien elle était attachée à la France, l'ayant prouvé dans des référendums avec des scores extraordinaires. Donc vous dire que c'est avec fierté que j'ai rapporté ce texte, qu'on a trouvé, je crois, le chemin de l'équilibre, de l'écoute. Et le tout dernier mot, c'est que parlementaire, ce texte ne va pas vous échapper, puisqu'il y a un comité de suivi dont nous ferons partie, et mieux encore. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir aidé pour que ça puisse se passer ainsi. Les ordonnances qui feront celles, en grande partie, qui traiteront des sujets sociaux de convergence, nous serons également associés à leur rédaction. Pour ces raisons, merci à tous et merci à toutes les équipes qui se sont mobilisées. Merci. Je vous remercie, Monsieur le rapporteur. Alors ces deux projets de loi déclinent la promesse de 4 milliards d'euros d'investissement public sur 6 ans pour aider l'archipel à se relever et à faire face à ces nombreux défis. Et pour la première fois, eh bien, les droits sociaux en vigueur à Mayotte seront alignés sur ceux de la métropole. Il faut signaler qu'à Mayotte, eh bien, 77% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Manuel Valls, le ministre en charge des Outre-mer, salue une ambition sans précédent pour ce 101e département français. La parole est à Monsieur Manuel Valls, ministre d'État, ministre des Outre-mer. Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur de la Commission mixte paritaire, Mesdames, Messieurs les rapporteurs, Mesdames, Messieurs les députés, l'acte que l'Assemblée nationale va, je l'espère, accomplir aujourd'hui est crucial, pour ne pas le dire évidemment avec le moins d'emphase possible, historique. Depuis plus de 6 mois, j'ai déjà eu l'occasion de le souligner ici à cette tribune, que je suis à la tête du ministère des Outre-mer, nous avons fait de la situation de Mayotte, meurtrie par le cyclone Chido, une priorité absolue. J'ai déjà pu décrire devant vous à de nombreuses reprises l'engagement total du gouvernement dans la gestion de crise, dans le lancement de la reconstruction, vous l'avez souligné, cher Philippe Vigier, et désormais de la refondation de Mayotte. Non seulement l'État n'a pas abandonné Mayotte, mais il a choisi de ne pas se contenter de répondre à la crise, mais bien de franchir une étape décisive, en tout cas je l'espère, pour l'archipel. Une étape vers une meilleure protection des Mahorais, la plus grande protection possible, vers l'égalité réelle, vers un développement concret, puissant aussi du territoire et bien sûr au service de la population. Cet engagement, nous le devons à Mayotte et aux Mahorais, liés de manière indéfectible à la France. Tant de fois, ils ont manifesté leur attachement à notre pays, à leur pays, des référendums actant le maintien dans la République à celui mettant en place la départementalisation. Nous leur devons car, malgré tout ce chemin parcouru, les nombreux plans mis sur la table et des améliorations évidentes, nos compatriotes mahorais expriment encore souvent un sentiment d'abandon et surtout de doute, de scepticisme face à de nouveaux engagements. Et tout ceci a été mis en évidence de manière criante par le cyclone. Ce qui se joue donc à Mayotte dépasse la seule réalité de l'archipel. Il s'agit de la restauration de la crédibilité de la parole publique et à travers elle
celle du lien de confiance entre la population de ce territoire et l'État. À l'heure des ingérences étrangères et de la volonté de déstabiliser la République, nous l'avons tous dit ici, il est plus que jamais nécessaire d'agir et de concrétiser la promesse républicaine à Mayotte. En présentant ce projet de loi à la fin du mois d'avril 2025, le gouvernement proposait d'ores et déjà au Parlement un texte majeur et ambitieux. Je pense aux nombreuses mesures de lutte contre l'immigration clandestine et l'habitat illégal, ça a été porté notamment par votre rapporteur Frans Gums, aux articles renforçant le contrôle des armes, au principe de l'accélération de la convergence sociale par ordonnance en vue d'une effectivité au plus tard en 2031. Depuis la départementalisation, c'est la première fois qu'un gouvernement inscrit dans la loi la convergence sociale. C'est un effort inédit, massif, mais c'est un enjeu de justice et d'égalité. Je pense aussi à la mise en place d'une zone franche globale, nous en avons beaucoup parlé avec Charles de Courson, autre rapporteur, aux mesures d'accompagnement de la jeunesse mahoraise, aux dispositifs visant à renforcer l'attractivité du territoire pour les fonctionnaires, un défi qui reste à mettre en œuvre, à la transformation du conseil départemental en département-région de Mayotte, et il faudra aider ce département-région en termes d'ingénierie, de logistique, pour l'accompagner, et bien sûr à la révision du mode de scrutin. Et je pense enfin évidemment aux engagements nouveaux portés par le rapport annexé et aux investissements qu'il prévoit. Nous avons mené une concertation étroite avec le conseil départemental, les maires et les forces vives mahoraises. Je connais les termes du débat. Là-bas, il y a beaucoup d'exigences. La concertation est évidemment toujours insuffisante par rapport à l'attente, mais cette concertation a été une réalité. Et évidemment, vos collègues Estelle Youssoufa et Anchia Bamana se sont pleinement impliqués dans ce débat. Nous connaissons leur engagement exigeant. Au cours des 2 derniers mois, le Parlement s'est emparé de ce texte et en a progressivement renforcé l'ambition. Grâce donc à l'engagement des députés et des sénateurs, il est désormais, je crois, plus solide et plus puissant. Je veux remercier vraiment l'ensemble des députés sur tous les bancs. Il est plus puissant à l'initiative unanime de vos rapporteurs. La décision d'abroger le titre du séjour territorialisé au 1er janvier 2030 a été prise. Je veux saluer Philippe Gosselin, que j'avais tout à l'heure au téléphone, qui est loin, et vous me permettez à mon tour d'y associer parce que je le connaissais bien, parce que nous nous respections depuis des années, parce qu'il a participé de ce débat, et notamment sur ce sujet. Je veux avoir à mon tour une pensée pour Olivier Marlex. Il était avec nous il y a encore quelques semaines dans cet hémicycle. Je pense aussi à l'initiative de Philippe Vigier et d'Agnès Firmin-Le-Baudot. De nombreuses mesures de convergence sociale ont été directement inscrites dans le texte même. Et le projet qui vous est soumis prévoit une première étape ambitieuse de rapprochement du niveau de SMIC net au 1er janvier 2026 et un accompagnement des entreprises pour ce faire, ainsi qu'un déploiement de la protection universelle maladie et un allègement des démarches d'attribution de la complémentaire santé solidaire. À l'initiative de Philippe Vigier toujours, la transformation du port de Longoni en grand port maritime a été actée. À l'initiative du gouvernement, le niveau d'investissement prévu pour les 6 prochaines années, au départ de 3 milliards d'euros, a été porté à 4 milliards. Dans un contexte politique difficile, dans lequel il n'est pas toujours évident de trouver du sens, il faut mesurer l'engagement de ce gouvernement pour Mayotte depuis plus de 6 mois. Je veux le rappeler. 500 millions d'euros de dépenses d'urgence engagées entre décembre et janvier, des dizaines de millions d'euros pour accompagner les collectivités, aider la filière agricole, soutenir les entreprises, même si je sais qu'il y a encore plus d'attentes, mais aussi les salariés avec l'activité partielle, ou pour mettre en place un prêt à taux zéro afin d'aider les particuliers à reconstruire leur toit. Cette mesure doit évidemment continuer à se mettre en place sur le terrain et à prendre davantage d'ampleur. Je pense aussi à une mission interministérielle dédiée à la reconstruction et à la refondation, dirigée par le général Facon à mes côtés. Je pense à des militaires mobilisés pour reconstruire les écoles, les complexes sportifs ou réparer évidemment les fuites d'eau.
2 projets de loi et une proposition de loi de Philippe Gosselin visant à renforcer les conditions d'accès à la nationalité. Et évidemment, nous en avons déjà beaucoup parlé, avec la mise en place d'un établissement public de reconstruction, qui va avoir dans quelques jours son nouveau directeur général. Surtout, ce gouvernement et cette majorité actent dans ce texte des actions déterminantes et inscrivent les financements correspondants pour changer durablement le visage, la réalité de Mayotte. Fin des coupures d'eau et des rotations scolaires, et l'école doit être plus que jamais la priorité des priorités, le développement de l'intermodalité, la gestion durable des déchets, la lutte contre l'insécurité, bien sûr, ou encore la construction d'un nouvel aéroport sur Grande Terre, si souvent annoncé, jamais réalisé. Donc nous avons là une obligation de résultat. Ces investissements auront un impact direct sur la vie quotidienne des Mahorais, c'est ce qu'ils attendent. Le compromis que les parlementaires ont trouvé en commission mixte paritaire hier consacre un engagement sans précédent de l'État pour Mayotte, dans lequel le Parlement a pris toute sa place. Sur la convergence sociale, j'ai déjà eu l'occasion de le dire à cette tribune, grâce à l'engagement de vos rapporteurs, il est inscrit directement dans le texte de loi une première hausse du SMIC net pour le 1er janvier 2026. Pour accompagner au mieux cette hausse, un dispositif ciblé a été préparé par le gouvernement à la demande de vos rapporteurs. Il consiste à renforcer à Mayotte la réduction générale de cotisations sur les bas salaires. Concrètement, au 1er janvier 2026, d'une part, le point de sortie des allègements de cotisations sera augmenté à 1,6 SMIC au lieu de 1,4 SMIC, et d'autre part, le champ de la réduction générale de cotisations sera étendu aux contributions d'assurance chômage. Cette mesure consiste à avancer 10 ans ce qui était prévu en matière d'allègement de cotisations. Vous le savez, ça a été un élément du débat, le CICE est maintenu dans cette période et la LODEOM sera déployée à compter du 1er janvier 2027. Notre proposition est donc favorable aux entreprises, mieux ciblée que celle qui aurait peut-être consisté, même si je comprends les termes du débat, à déployer la LODEOM plus tôt. Elle est aussi peut-être aussi plus sociale, car ce décalage aurait pu également conduire à reporter la hausse du SMIC. J'ajoute que je regrette par ailleurs, malgré l'important travail des rapporteurs du Sénat, mais aussi de Philippe Vigier et d'Agnès Firmin-Le-Bodo, notamment que l'article 19 du projet de loi n'ait pu être établi. Mais nous en avons parlé avec le président de la commission des lois, et là aussi, je crois que les bonnes décisions ont été entendues, puisqu'il fallait évidemment entendre, écouter les 4 parlementaires mahorais sur ce sujet. Nous en avions parlé ici dans l'hémicycle. Évidemment, le but, c'est toujours le même. Il s'agit de faire face au désordre foncier qui persiste sur l'archipel, d'étendre une procédure qui existe déjà et qui garantit l'ensemble, ou qui garantissait l'ensemble des droits des propriétaires pour l'accélérer, notamment la construction du port et l'aéroport. Nous verrons si cela a évidemment des conséquences directes sur le rythme de construction de ces infrastructures, de ne pas bénéficier de ce dispositif. Mais moi, je veux rester optimiste, volontariste en tout cas. Nous devrons ensemble, avec vous, avec les élus du territoire, trouver les bonnes procédures pour y remédier. De toute façon, il faudra là aussi du soutien, de la logistique et de l'ingénierie pour ce faire. Mais, et j'en conclus, l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, mesdames et messieurs les députés, c'est qu'en votant ce texte, vous allez aider bien sûr l'État à porter une ambition politique sans précédent pour Mayotte et participer de cet engagement massif et puissant, mais vous allez aider surtout les Mahorais. Après cette adoption, je l'espère, je continuerai à y consacrer toute mon énergie. L'essentiel sera la mise en œuvre de ce que vous allez voter, de ce que nous allons mettre en œuvre, avec une stratégie précise, planifiée. Le Parlement devra en être pleinement informé. En tout cas, je crois que nous pouvons franchir une étape essentielle pour les Mahorais. Nous leur devons, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, ils l'attendent. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le ministre d'État. La parole est au président Boudié. Je vais m'exprimer depuis le banc, Madame la Présidente. Monsieur le ministre, Monsieur le rapporteur, Madame la rapporteure Estelle Youssouffa, Agnès Firmin-Le-Bodo également, et je salue Philippe Gosselin. C'est la 3e fois, Monsieur le ministre, vous l'avez dit, depuis le début de cette année, que notre Assemblée se prononce sur des mesures concernant le département de Mayotte. La 3e fois. Et c'est dire l'importance que porte la représentation nationale
au présent, à la destinée du département de Mayotte, aux Mahoraises de façon générale. Vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, ce texte, il est au moins inédit, absolument inédit, et même exceptionnel. Parce que pour la première fois, il décline une approche globale, d'ensemble. Nous avions eu ce débat en commission, ici même en séance, concernant les mesures portant sur les questions migratoires. Mais ce texte est beaucoup plus large, et fort heureusement, que cette seule question qui elle-même est importante, même essentielle pour l'île. Je pense bien sûr à la lutte notamment contre l'habitat informel, je pense plus encore à l'objectif d'égalité réelle que vous avez rappelé, Monsieur le Ministre, concernant la convergence sociale. Et de ce point de vue, le terme que vous avez employé, Monsieur le Ministre, historique, n'est pas un terme gavoldé quand on voit l'effort qui sera fait lissé dans le temps. Bien sûr, nous avons eu beaucoup de débats sur cette question. Le temps qui sera apporté par l'État, les moyens, les capacités financières qui seront déployées pour atteindre l'égalité réelle. Et le démarrage se fera dès le 1er janvier 2026. Je m'exprime devant vous en tant que président de la commission mixte paritaire. Et je dois noter que les débats d'hier en commission mixte paritaire, qui ont duré autour de 4 heures, ont permis des rapprochements entre la position du Sénat et celle de l'Assemblée nationale sur des points majeurs. Vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, renoncement à l'article 19. Et cela n'allait pas de soi, car l'article 19 partait, si j'ose dire, de façon triviale d'une bonne intention. Consiste à accélérer les projets de grandes infrastructures, et notamment portuaires et maritimes, dans l'île. Et nous savons combien les Mahoraises et les Mahorais les attendent. Mais il y avait indiscutablement sur l'article 19 à la fois un problème de communication dans l'île, et plus encore d'acceptabilité politique. Et par conséquent, il me semblait nécessaire, en tant que président de la commission mixte paritaire, je parle sous le contrôle du rapporteur, que nous puissions aboutir à un compromis. Cela a été le cas. Et il faut en féliciter, en remercier à la fois les sénateurs et les députés. Cette décision n'était pas simple. Et puis ensuite, bien sûr, sur la fin du titre de séjour territorialisé. Là, pour le coup, c'était une demande forte de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas une demande du Sénat, c'est le moins que l'on puisse dire. Et le Sénat a fait l'effort d'aller dans cette direction. Là encore, mesurons le chemin parcouru sur la question des titres de séjour territorialisés, car pour celles et ceux qui ont eu l'occasion ces dernières années de débattre de l'avenir de Mayotte, de la question migratoire à Mayotte, chacun sait à quel point ce sujet était un point absolument bloquant. Il est levé à travers ce projet de loi. Pour toutes ces raisons, pour beaucoup encore que je ne veux pas ici détailler, ce n'est pas le moment, je crois que nous pouvons très largement nous rassembler sur ce texte, parce que précisément son ambition est globale et d'ensemble. Nous pouvons le faire avec un objectif et un seul, et vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, vous l'avez dit, Monsieur le rapporteur, ce sont les Mahoraises et les Mahorais eux-mêmes. Avec la nécessité, et c'est le rôle à partir du moment où nous aurons voté ce texte, la nécessité pour les parlementaires que nous sommes, dans les semaines, dans les mois qui viennent, à travers notamment le comité de suivi, Monsieur le Ministre, sur lequel vous êtes engagé et qui figure d'ailleurs dans le rapport annexé, la nécessité pour nous tous de veiller à la bonne et à la stricte application de ce grand projet de loi pour Mayotte. Je vous remercie. Ce texte sur Mayotte est le fruit d'un compromis entre députés et sénateurs et il bénéficie d'un large soutien du socle commun. En revanche, à gauche, plusieurs voix s'élèvent pour dénoncer des mesures inhumaines dans le volet immigration. Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, chers collègues, d'abord, au nom des Mahorais, je présente mes condoléances à la famille d'Olivier Marrex, qu'il repose en paix. Chers collègues, Mayotte n'est pas une terre lointaine oubliée de la République. Elle est la France, pleinement, totalement, définitivement. Depuis sa départementalisation en 2011, elle n'a cessé d'être le théâtre de promesses non tenues. 7 plans depuis 2013. Aujourd'hui, le gouvernement nous propose cette loi dite de programmation, un texte sans engagement clair, sans calendrier précis, sans garantie de financement. Bref, un texte insuffisant, sans un travail sérieux d'amendement. Ce travail, nous l'avons fait.
le groupe Rassemblement national peut parler aujourd'hui d'une victoire politique nette. Si le texte a pu être adopté, c'est parce que nous avons forcé le gouvernement à revoir sa copie et à intégrer nos propositions. Victoire majeure sur l'article 19. Il prévoyait une dérogation au droit commun en matière d'expropriation. Grâce à notre mobilisation, il a été retiré. C'est un signal fort envoyé aux Mahorais qui redoutaient une spoliation légalisée. Sur le plan économique et social, des avancées notables ont été obtenues. L'alignement du SMIC dès 2027 et non plus en 2031 comme le prévoyait le texte. La création d'une zone franche globale sauvée grâce à nos voix. Autre point fondamental, la régularisation foncière. Sans cadastre, sans droit de propriété reconnu, aucun développement durable n'est possible. Il faut doter la commission d'urgence foncière d'une véritable capacité d'action en lien avec les collectivités locales. Je dois remarquer que sur le terrain, des démarches en ce sens ont été entamées. Merci au gouvernement de nous avoir entendus sur ce point crucial. Malgré ces victoires, nous restons vigilants. Le problème de la LODEOM demeure entier. Mayotte reste exclue de ce dispositif sans aucun fondement ni justificatif. C'est une injustice, une discrimination vis-à-vis des entrepreneurs mahorais. L'égalité sociale et économique n'est pas négociable. Deux sujets majeurs sont restés dans un angle mort de ce texte, l'eau et la santé. Mes chers collègues, Mayotte vit toujours sous le régime des coupures d'eau. Comment justifier 1 milliard pour se baigner dans la Seine, mais rien pour répondre à l'urgence de l'accès à l'eau potable pour les Mahorais? Je relance ici solennellement au gouvernement ma proposition de solution technique portée par l'ONG Watership. Le système de santé est à bout de souffle, sous-dimensionné, sous-doté en personnel. Il doit faire l'objet d'une refonte complète afin de permettre de soigner correctement les Mahorais sans épuiser le peu de soignants qui restent. Je déplore que nos amendements sur ces sujets aient disparu du texte. En outre, rien n'a été prévu pour mieux surveiller nos frontières maritimes, alors même que c'est par la mer que l'immigration clandestine submerge l'île. Aucun patrouilleur de la Marine nationale n'est annoncé pour Mayotte, contrairement à ce qui existe dans d'autres départements d'outre-mer. Sans reprise du contrôle en mer, aucune refondation possible de Mayotte et les drames humains continueront. D'ailleurs, un nouveau camp de migrants est installé dans l'indifférence du gouvernement. À Mamoudzou, un 3e village informel a vu le jour, Tsunzu 3. Après Tsunzu 1 et 2, voici le campement illégal devenu quartier officieux, une enclave de non-droit, une zone de non-France. Nous demandons solennellement au gouvernement de démanteler ce camp qui symbolise à lui seul l'impuissance de l'État face à l'immigration massive qui gangrène mon département. En conclusion, nous voterons ce texte, non pas parce qu'il est bon, mais parce que nous l'avons amélioré profondément dans l'intérêt des Mahorais. Ce projet de loi n'aura pas eu de colonne vertébrale sans le travail acharné du groupe Rassemblement national. Nous continuerons à suivre son application pas à pas, chaque reniement, chaque retard, car nous n'oublions pas que derrière chaque ligne de ce texte, ce sont des familles, des enfants, bref, des citoyens français qui attendent enfin des résultats concrets. Nous avons été leur voix, nous resterons leur bouclier. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la députée. La parole est à Monsieur Jean Terlier pour le groupe Ensemble pour la République. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre d'État, Monsieur le Président de la Commission des Lois, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues.
Nous voici à nouveau réunis pour l'examen d'un texte crucial qui engage l'État dans une action structurelle et durable pour Mayotte, à travers une politique sociale juste et équitable. Nous ne pouvons que nous féliciter des travaux de la commission mixte paritaire qui s'est tenue hier. Ils ont donné lieu à un texte de compromis, fruit de discussions, de dialogue et surtout de compréhension des attentes des Mahoraises et des Mahorais. Parce que le département de Mayotte mérite une attention particulière et des réponses adaptées aux réalités locales, il est de notre devoir, de notre responsabilité d'adopter ce projet de loi de programmation pour sa refondation. Le groupe Ensemble pour la République salue un accord en commission mixte paritaire sur des mesures sociales, économiques et éducatives attendues, mais surtout indispensables à la prospérité économique à Mayotte. Cette commission mixte paritaire a acté la convergence des droits sociaux et l'harmonisation des prestations sociales à horizon 2031, en particulier la convergence du SMIC qui augmentera dès 2026 pour atteindre 87,5% du montant commun. N'oublions pas également le maintien des allégements des charges sociales au profit des employeurs permettant ici de mener à bien cette convergence du SMIC. Avec ce texte, tous les acteurs sont soutenus et ce, au service d'une protection sociale large et renforcée. Nous saluons également le maintien des articles 9, 10 et 11, dispositions essentielles qui avaient pourtant été supprimées en commission à l'Assemblée nationale. L'article 9 impose la vérification de la régularité du séjour des personnes non ressortissantes de l'Union européenne par les établissements de paiement, de crédit et de monnaie électronique. L'article 10 permet aux agents de l'État et des collectivités publiques, commissionnés par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme, de constater l'édification de locaux ou installations sans droit ni titre. L'article 11 renforce le contrôle des armes en consacrant un régime de visite domiciliaire pour recherche d'armes à Mayotte sur demande motivée du préfet et avis du procureur de la République. Nous saluons également que la suppression du titre de séjour territorialisé figure dans le texte que nous allons voter aujourd'hui. Une suppression en 2030 paraît être un compromis utile, un compromis conforme à la fois à la réalité du terrain que requiert un temps d'adaptation, mais aussi à l'esprit de ce projet de loi qui tend à ne plus laisser Mayotte face aux défis socio-économiques. Soyons lucides, mes chers collègues. La lutte contre l'immigration irrégulière et le renforcement des mesures de sécurité à Mayotte vont de pair avec son développement économique. Comme le rapporteur, nous regrettons également que cette CMP n'ait pas permis de rétablir les articles 19 et 19 bis. Le premier permettait de recourir à la procédure de prise de possession d'extrême urgence en matière d'expropriation, quand le second autorisait l'ouverture des procédures de déclaration d'utilité publique, dites réserve foncière, pour l'aménagement notamment de l'aéroport de Mayotte. Des mesures de soutien aux infrastructures mahoraises qui auraient répondu à des besoins de continuité territoriale. Mais vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, c'est le fruit d'un compromis trouvé en commission mixte paritaire. Alors, chers collègues, le jeune département de Mayotte nous regarde. Mayotte attend de nous que nous adaptions la loi à ses fragilités et à ses nécessités, ainsi qu'à son avenir en construction. Aussi, le groupe Ensemble pour la République votera en faveur de ce texte. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le député. La parole est à Madame Dominique Voynet pour le groupe écologiste et social. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs, s'il y a un texte que nous aurions aimé pouvoir voter, c'est bien celui-ci. Le cyclone Chido a dévasté Mayotte, privant de vie plusieurs dizaines de personnes, en blessant des centaines d'autres, générant de terribles dégâts qu'on lit toujours dans le paysage comme dans les yeux des habitants. 6 mois plus tard, les bateaux coulés encombrent toujours la baie de Mamoudzou, les coupures d'eau rythment toujours la vie des Mahorais, les déchets, par dizaines de milliers de tonnes s'entassent dans les fossés, les mangroves, les villages. Et si des réparations d'urgence ont été effectuées dans des écoles, des commerces, à l'hôpital, il s'agit bien évidemment de réparations provisoires, pas de reconstruction. Comment serait-il autrement? L'exemple d'Irma, sur lequel Frans Gums est revenu à plusieurs reprises au cours de l'examen de ce projet de loi, nous l'a prouvé. Reconstruire solidement, durablement, intelligemment, en mettant en place une gouvernance adaptée, en utilisant des matériaux sains, en s'adaptant au climat, au contexte sismique, aux modes de vie et aux usages des habitants, représente en effet un effort considérable qui devra être tenu dans le temps. L'enjeu
est vraiment important. Car si la France s'est réveillée groggy le 14 décembre, au vu de l'ampleur des dégâts provoqués par Chido, elle a pris au cours des jours qui ont suivi conscience du retard de développement et du mal-développement révoltant de Mayotte, où l'eau potable manque, où les eaux usées s'écoulent trop souvent dans le lagon, où les transports publics n'existent pas, où les services publics restent désespérément sous-dimensionnés et où, faute de consolidation du cadastre, faute de volonté politique aussi, il est si difficile d'accoucher des équipements dont la population a pourtant terriblement besoin. Si l'État français n'a pas su, pu ou voulu répondre aux attentes et aux besoins de Mayotte et des Mahorais au décours de la période coloniale, si les conditions de la départementalisation n'ont permis ni rattrapage des services publics, ni développement social et économique endogène, celles et ceux qui ont suivi le feuilleton de la 3e retenue collinaire, de la piste longue de l'aéroport, du nouvel hôpital, savent que tout n'est pas de la responsabilité de l'État. Ce texte comporte d'indéniables avancées, s'agissant de la convergence sociale, de la suppression au 31 décembre 2030 du visa territorialisé, de l'engagement dans la relocalisation de l'aéroport ou de la construction d'un 2e hôpital. Même si le refus obstiné d'adopter des dispositions ne serait-ce que transitoires, destinées à faciliter la maîtrise foncière des plus nécessaires et urgents de ces équipements, conduit à douter fortement d'un passage à l'acte concret dans les mois et années qui viennent. Mais ne faisons pas durer plus longtemps le suspense. Le groupe écologiste et social ne pourra voter ce projet de loi, marqué par un renforcement de la toute-puissance du préfet, dont nous craignons qu'il n'esquisse l'extension du dispositif au pays tout entier. Depuis hier, on sait que ces craintes étaient justifiées. Marqué aussi, et c'est bien là l'essentiel, par une obsession, celle du contrôle d'une immigration rendue responsable de tous les maux de Mayotte, de la violence endémique, du déficit en logement, du poids des activités clandestines, de l'absence d'eau, de la vie chère. Disons-le franchement, le durcissement des règles d'acquisition de la nationalité française, l'absence incompréhensible d'aide médicale d'État, la simplification des procédures de destruction des îlots d'habitat informels, les moyens dévolus à la mise en place d'un rideau de fer, terme historiquement connoté de façon pénible, ne nous paraissent ni justes ni efficaces s'agissant du contrôle des mouvements de population en provenance du continent africain, des Comores et de Madagascar. Année après année, malgré le renforcement des moyens d'intervention en mer, malgré le durcissement de la stratégie d'intervention, on la constate dans l'océan Indien comme dans la Manche, les passeurs s'adaptent au prix de la vie de nombreux migrants. À Mayotte même, on précarise, on fragilise, on accule à une clandestinité plus sordide encore des personnes parfois installées là depuis longtemps. Pour quel résultat? Refonder Mayotte, tel était l'objet de ce projet de loi. On en est loin. Au mieux, on reconstruira. Mais quel développement pour Mayotte? L'archipel est-il condamné à rester une économie de comptoir, à vivre de transferts sociaux et de dispositifs exorbitants du droit commun, à devenir la base arrière de l'industrie extractiviste dans le golfe du Mozambique? Peut-il renforcer son autonomie alimentaire, offrir des perspectives à sa jeunesse, inventer son propre chemin, investir sur l'éducation, la formation professionnelle et la culture? J'espère que viendra un temps où on pourra poser ces questions à Mayotte même, sans être accusé en termes d'insultants d'être la 3e colonne ou de vouloir sacrifier Mayotte aux appétits expansionnistes du voisin comorien. Merci. Je vous remercie, Madame la députée. La parole est à Monsieur Philippe Naillet pour le groupe socialiste et apparenté. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre d'État, Monsieur le Président de la Commission des Lois, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Mayotte est française depuis 1841, soit bien avant Nice et la Savoie. Pourtant, malgré cette longue appartenance à la France, les Mahorais attendent toujours que la devise républicaine et en particulier l'égalité s'applique pleinement, entièrement et sans équivoque sur leur territoire. Pour un Mahorais, je le rappelle, le SMIC est de 400 € inférieur à celui du reste des Français. Pour un Mahorais, toujours, le revenu de solidarité active s'élève à 303 €, soit 2 fois moins que pour le reste des Français. Pour un Mahorais, l'allocation aux adultes handicapés est fixée à 339 € contre 971 € pour le reste des Français. Les allocations familiales, les aides au logement et même l'allocation de rentrée scolaire y sont
considérablement plus faible. Mes chers collègues, tant que nous n'aurons pas garanti l'alignement social à Mayotte, la parole de l'État continuera à manquer de crédibilité. Comment partager un destin politique commun quand on n'a pas les mêmes droits? C'est ça la vraie question. Le projet de loi relatif à la refondation de Mayotte s'inscrit dans un contexte d'urgence, mais aussi dans l'histoire longue d'un territoire, je l'ai dit, trop souvent relégué aux marges de la République. Ce texte se veut une réponse aux défis profonds de l'île, l'enclavement, la saturation des services publics, la précarité sociale massive, l'habitat indigne, l'explosion démographique et les tensions migratoires. Il se présente aussi comme une réponse politique et budgétaire à la catastrophe provoquée par le cyclone Chido. La commission mixte paritaire, qui fut longue, se devait être conclusive pour les Mahorais et les Mahoraises. Nous sommes satisfaits que les références à la préférence nationale et que d'autres dispositions xénophobes ou inconstitutionnelles portées par certains députés du Rassemblement national aient pu être nettoyées. Cependant, nous regrettons que par plusieurs articles du volet migratoire, en particulier les articles 7 et 8, qui autorisent le placement d'un étranger accompagné d'un mineur dans une unité familiale de rétention et permet le retrait du titre de séjour d'un étranger dont l'enfant est responsable de troubles de l'ordre public, ces mesures sont non seulement inhumaines, mais elles sont surtout inefficaces et présentent un risque d'inconstitutionnalité. Avec le groupe socialiste et apparentés, nous avons participé activement au débat, fait des propositions et obtenu des améliorations. Examen en commission, en séance confondue, près de 42 de nos amendements ont été adoptés. Parmi nos principales avancées, citons rapidement la mise en place d'un mécanisme de suivi annuel fondé sur les crédits autorisations d'engagement votés dans la loi de finances, ainsi que l'instauration d'un rapport annuel du comité de suivi garantissant un contrôle parlementaire effectif et une évaluation de la refondation. Nous avons également préféré, même si je n'ai pas entendu le terme, la préférence sémantique alignement plutôt que convergence dans les documents de programmation, traduisant une exigence immédiate de justice sociale et d'équité pour Mayotte. La fin anticipée de la rotation scolaire dès 2027 au lieu de 2031 affirme un droit à une éducation digne pour les enfants de Mayotte. Malheureusement, la CMP a décidé de ne pas retenir l'engagement à réviser le coefficient géographique pour les financements hospitaliers, ce qui constitue pourtant la clé de voûte d'un meilleur financement du centre hospitalier de Mamoudzou. Nous regrettons également que l'élargissement du cadre d'urgence à caractère civil à l'ensemble de l'île afin de faciliter la résorption de l'habitat insalubre en reconnaissant l'intérêt public majeur de ces opérations n'ait pas été retenu, tout comme l'inscription d'une stratégie territoriale globale de santé articulée autour du renforcement du CHM et d'un meilleur maillage des soins primaires sur tous les territoires. Enfin, le refus d'appliquer l'aide médicale d'État. Chaque fois que l'ambition est réduite, ce sont des moyens et des actions qui feront défaut pour répondre aux urgences sur le territoire mahorais. Mes chers collègues, le déplacement que j'ai effectué à Mayotte fin avril avec ma collègue Madame Nosbé, qui est présente, a constitué pour moi une véritable boussole tout au long de l'examen de ce texte. Je le redis, la situation hors norme que vivent les Mahorais justifie des dispositifs ciblés, chiffrés, assortis d'un calendrier prévisionnel. Or, le texte prévoit des orientations, mais ne les traduit que partiellement en engagements concrets. Pour toutes ces raisons, nous nous abstiendrons lors du vote du projet de loi. Nous voterons en revanche en faveur du projet de loi organique qui vise à consacrer l'évolution de la collectivité de Mayotte en département-région. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur le député. La parole est à monsieur Yann Boucard pour le groupe Droite républicaine. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre d'État, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur. Mayotte est aujourd'hui le symbole d'un double défi, celui de la République face à une situation d'urgence absolue et celui de notre capacité collective à défendre notre souveraineté aux frontières de l'Europe. Ce projet de loi pour la refondation de Mayotte est une réponse attendue, ambitieuse et nécessaire. Le groupe de la droite républicaine votera ce texte car il trace une trajectoire claire pour ce territoire martyrisé par le cyclone Chido, mais aussi par des années d'oubli, de sous-investissement, d'insécurité et d'immigration massive. D'abord, nous saluons l'effort budgétaire consenti. Plus de 3,5 milliards d'euros sur 6 ans pour reconstruire Mayotte après le cyclone Chido et rattraper des décennies d'abandon. 730 millions d'euros pour l'eau et l'assainissement, une urgence vitale quand près d'un Mahorais sur deux n'a pas accès à l'eau potable en continu. 407 millions d'euros pour la santé, avec l'extension du centre hospitalier de Mamoudzou et la construction d'un second hôpital à Combani.
400 millions pour les écoles pour mettre fin à la rotation scolaire qui prive des milliers d'enfants d'un enseignement normal, comme pour chaque enfant de la République. Et 1,2 milliard pour une piste longue, enfin digne d'un territoire français. Nous saluons également la création d'un comité de suivi qui devra rendre des comptes au Parlement. Mais nous resterons vigilants. Ces crédits doivent, Monsieur le Ministre, se traduire en actes. Sur le plan migratoire et sécuritaire, le texte reprend plusieurs propositions que notre groupe a portées, notamment à l'initiative de notre excellent collègue Mansour Kamardine, dont je veux ici saluer les années de combat. Nous nous félicitons de l'abrogation à l'horizon 2030 du titre de séjour territorialisé à Mayotte. Nous saluons le renforcement des conditions d'accès au séjour. Désormais, pour détenir un titre parent d'enfant français, il faudra prouver une contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant par des justificatifs nominatifs. Il en sera terminé des régularisations de complaisance. Nous approuvons la possibilité pour l'administration de retirer le titre de séjour aux parents dont les enfants mineurs troublent l'ordre public. Ce n'est pas aux contribuables français de financer des comportements délinquants. Nous soutenons l'accélération des destructions de bidonvilles qui gangrènent le territoire et alimentent l'économie informelle et les réseaux mafieux. Enfin, le texte impose désormais aux opérateurs de transfert d'argent de vérifier la régularité du séjour de leurs clients et crée un délit pour contourner cette obligation. Cela asphyxiera les filières de passeurs. L'article 12 permet désormais au préfet d'ordonner la remise temporaire des armes en cas de risque de troubles graves. C'est une mesure de bon sens pour protéger les forces de l'ordre et la population mahoraise. À Mayotte, rappelons qu'en 2024, les forces de sécurité ont saisi près de 600 armes blanches et à feu en à peine 6 mois. L'article 10, quant à lui, donne au préfet les moyens d'ordonner l'évacuation et la démolition accélérée d'habitats insalubres et dangereux. Ces procédures permettront de reprendre le contrôle de secteurs entiers qui sont aujourd'hui livrés aux bandes organisées. Mais nous le disons avec force, nous resterons, Monsieur le ministre d'État, vigilants, car une loi, aussi ambitieuse soit-elle, ne vaut que par sa mise en œuvre. À ce titre, nous attendons des moyens humains suffisants pour nos policiers, pour nos gendarmes, le déploiement effectif et indispensable de drones, de radars et du rideau de fer technologique que vous avez annoncé autour de l'île. Et nous regrettons profondément la disparition dans ce texte de la base navale en eau profonde que notre collègue et rapporteur Philippe Gosselin avait fait adopter. Elle était pourtant essentielle pour assurer la souveraineté maritime et lutter contre l'arrivée illégale des kwassa-kwassa. Mayotte, mes chers collègues, est un avant-poste de la République. Si la France ne tient pas ferme ici, c'est l'ensemble de notre souveraineté qui vacillera. Ce texte est une étape, ce n'est pas un aboutissement. Les Mahorais attendent des résultats concrets. Ils veulent une République qui protège, une République qui tient enfin à ses promesses. Les Mahorais ont choisi la France. La France doit être à la hauteur de ce choix. C'est pourquoi, avec exigence et lucidité, le groupe de la droite républicaine votera pour ce projet de loi, pour Mayotte et pour la France. Je vous remercie, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Aurélien Taché pour le groupe La France Insoumise. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Hier, la droite sénatoriale, le socle commun et l'extrême droite se sont mis d'accord pour enterrer ce qu'il restait de pacte républicain à Mayotte. C'est tout l'objectif du projet de loi de refondation qui a été en effet adopté hier en commission mixte paritaire. D'une même voix, ils ont en effet définitivement exclu l'archipel du droit commun. Alors que les Mahorais se battent depuis des décennies pour devenir des Français à part entière et le rester, ce texte constitue un recul sans précédent dans le processus inachevé qui devait mener à leur intégration complète à la République. Mayotte n'est devenue un département français qu'en 2011, 35 ans après le référendum confirmant l'appartenance de Mayotte à la France. Et pourtant, 15 ans après, elle continue d'être traitée comme un territoire de seconde zone. Jusqu'à aujourd'hui, ni le SMIC ni les prestations sociales ne sont alignées sur le reste de l'Hexagone. Une aberration quand on connaît le niveau de pauvreté et le taux de chômage sur l'archipel. Aujourd'hui, 6 mois après le cyclone dévastateur de Chido, le gouvernement semble enfin prendre la mesure de ce problème et prévoit un alignement de ses prestations. Mais quand? C'est toute la question. Comme d'habitude, vous remettez à demain, Monsieur le ministre, ce qui peut être fait aujourd'hui. Malgré l'urgence, les prestations sociales et le SMIC ne seront pas alignés avant au moins 2030, alors que l'île est dévastée. C'est incompréhensible. Par ailleurs, aucune solution n'est trouvée à la crise du logement. Au contraire, tout est fait pour l'aggraver. Les mesures visant à faciliter la destruction de l'habitat informel sont particulièrement inquiétantes. Bien sûr qu'il faut reconstruire un bâti de qualité avec des normes exigeantes. Mais permettre de détruire des quartiers informels sans prévoir de reloger les gens qui s'y trouvent, car c'est de ça qu'on parle, chers collègues, est tout simplement criminel. Cela revient à mettre à la rue des milliers de personnes qui se trouvaient déjà en situation d'extrême précarité et qui n'auront désormais même plus un endroit où s'abriter. Depuis 8 ans que je siège à l'Assemblée nationale, je crois que c'est vraiment la mesure la plus cruelle que j'ai vue examiner et adopter. Et comment ne pas être révolté par les mesures de ce texte contre les étrangers? Éternel bouc émissaire, il fait d'eux le seul problème des Mahorais. Plus grave encore,
Alors que l'immigré est désigné depuis plusieurs années comme l'ennemi numéro 1 à Mayotte, il n'y a pas d'autre mot, c'est désormais à leurs enfants que le gouvernement s'en prend directement. Après avoir honteusement supprimé le droit du sol à Mayotte, qui n'est aujourd'hui plus effectif pour 90% des gens, et dont les enfants à naître seront les premières victimes, le gouvernement, main dans la main avec l'extrême droite, déploie désormais tous les artifices juridiques possibles pour rendre la vie des enfants français nés de parents étrangers impossible. Conditions d'entrée sous couvert d'un visa long séjour. Conditions de contribution à l'entretien des enfants. Allongement du délai de résidence de 3 à 5 ans. Tous les parents d'enfants français, je dis bien d'enfants français, qui ne remplissent pas ces critères ne pourront pas obtenir la carte de séjour parents d'enfants français. Ils devront quitter le territoire. Quand on sait que 40% de la population est au chômage, que la majorité des titres sont délivrés à des étrangers entrés irrégulièrement, ce sont des dizaines de milliers d'enfants dont les parents se verront privés de droit au séjour. En définitive, le gouvernement donne à tous ces enfants un choix cynique mais simple. Soit tu grandis en France sans tes parents, soit tu grandis avec tes parents sans la France. Et cela ne s'arrête pas au titre de séjour des parents. La centralisation des reconnaissances de paternité et de maternité à Mamoudzou risque d'entraîner un encombrement des services et donc de retarder l'accès aux droits de tous les enfants à Mayotte, sans exception. En définitive, toutes ces mesures n'auront qu'un seul effet. Faire de ces petits Français des citoyens de seconde zone que la République, si elle est encore digne de ce nom à Mayotte, aura privé de leurs enfants, de leurs parents. Quant aux autres, ceux qui n'ont pas la nationalité française, ils pourront être enfermés dans des centres de rétention, privés de leur liberté pour avoir commis le seul crime d'être nés sur l'île d'à côté. Mes chers collègues, ce texte conclut une année bien sombre dans l'histoire de Mayotte. Après le cyclone dévastateur qui a endeuillé l'île, nous avons échoué à 3 reprises à protéger. Nous avons échoué cet hiver à faire reconstruire l'île selon des normes anticycloniques et antisismiques avancées. Nous avons renoncé à prendre soin des enfants de Mayotte et à leur offrir une scolarité, quelle que soit leur nationalité. Au contraire, nous avons stigmatisé tous les enfants d'étrangers au point de priver nombre d'entre eux d'un accès à la citoyenneté. Et aujourd'hui, nous continuons dans cette lancée, en inscrivant immédiatement dans le droit de nouvelles discriminations contre les immigrés et leurs enfants, et dans le même temps, nous reportons à un horizon lointain l'égalité sociale pour les Mahorais, et nous cherchons toujours l'argent pour qu'ils aient accès à l'eau potable et à un minimum de services publics. Tout se passe au fond, comme si à Mayotte, la République française avait décidé d'abandonner la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen sur laquelle elle s'est pourtant fondée. Alors à la France insoumise, nous continuerons à la défendre contre vents et marées et à nous battre pour que Mayotte devienne un département comme les autres. Au Rassemblement national, qui a finalement tenu la plume de ce texte, Mme Mana l'a rappelé, on veut au contraire prendre exemple sur ce que la République fait à Mayotte pour enterrer le principe d'égalité sur l'ensemble du territoire français. Je dis à nos concitoyens d'y songer quand ils iront voter. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur le député. La parole est à Mme Maude Petit pour le groupe Les Démocrates. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, il est rare dans l'histoire récente de nos travaux parlementaires qu'un département soit placé au cœur d'un texte aussi ambitieux, aussi structuré, aussi porteur d'espoir. Mayotte l'est aujourd'hui. Mayotte, département français depuis 2011, vit pourtant une situation que nul n'oserait tolérer ailleurs sur le territoire national. À la fois département et île frontière, elle est confrontée à une accumulation de défis majeurs, sanitaires, sociaux, institutionnels, migratoires. Le passage du cyclone Chido, qui a aggravé ces difficultés en décembre dernier, en a aussi été un révélateur, même si bon nombre d'entre nous en avaient déjà conscience. Révélateur pas seulement d'une urgence de reconstruction face aux événements naturels, mais aussi d'un retard accumulé, d'engagements trop souvent repoussés, de fragilité systémique. Face à cela, la résilience des Mahorais force le respect, mais elle ne saurait suffire. La République doit enfin leur répondre par des actes, à la hauteur de ce qu'ils endurent et de ce qu'ils espèrent. Ce texte, issu de la commission mixte paritaire, marque en ce sens un véritable tournant. C'est la première fois qu'une stratégie aussi globale est proposée pour refonder l'avenir de Mayotte. Il était temps. Il est un véritable plan d'action coordonné sur la durée avec une vision claire et des moyens significatifs. J'entends 4 milliards mobilisés jusqu'en 2031 pour construire, stabiliser et projeter Mayotte vers un avenir solide à la hauteur des solidarités et progrès que porte notre République pour chacun de ses concitoyens. Un comité de suivi composé de représentants de l'État, de parlementaires mahorais et des élus locaux accompagnera la mise en œuvre de ce plan
gage de transparence et de cohérence. Ce projet global repose aussi sur un constat lucide. Aucune refondation ne pourra être viable tant que nous n'aurons pas pris à bras-le-corps les questions liées à l'immigration irrégulière, l'habitat précaire et la sécurité, qui induisent logements saturés, services publics peu calibrés et donc sursollicités, climat social sous tension. Aussi, ce texte répond à ces défis avec l'abrogation du titre de séjour territorialisé qui permettra une régularisation cohérente et la création d'unités familiales pour mieux encadrer les procédures d'éloignement dans le respect des droits et des situations de vie. Sur le plan sanitaire, le nouvel hôpital de Combani deviendra un pilier de l'accès aux soins. Sur le plan économique, les infrastructures stratégiques telles que le grand port maritime ou la piste longue de l'aéroport sont réaffirmées comme priorité. Ce projet de loi est aussi un acte de justice sociale. Le recensement de la population prévu par le texte est un préalable essentiel à toute politique publique sérieuse. Mais c'est surtout sur la convergence des droits sociaux que le texte franchit une étape historique. Un SMIC net porté à 87,5% du niveau national dès janvier 2026, puis un alignement complet d'ici 2031. Le Parlement a joué un rôle central pour inscrire ces engagements dans la loi avec un calendrier clair et contraignant. Et je veux saluer ici, en particulier, l'engagement de Philippe Vigier sur le sujet. Parmi d'autres avancées notables, on peut citer la participation des parlementaires à la rédaction des ordonnances, ce qui renforce la co-construction, la réintroduction du caractère suspensif pour les référés suspension, porté par notre collègue France Gams, qui sécurise juridiquement les opérations de résorption sans en compromettre le rythme, et l'évolution institutionnelle vers une collectivité à vocation régionale qui offrira enfin un cadre plus adapté à Mayotte. Mais mes chers collègues, nous ne devons pas éluder ce qui n'a pas été retenu. La question foncière reste un point aveugle du texte. Oui, nous persistons à penser que la suppression de l'article 19 sur l'expropriation constitue un recul préoccupant, car l'État se retrouve privé de moyens concrets pour atterrir les terrains nécessaires à des projets publics majeurs, pourtant tant attendus par les Mahorais. C'est un non-sens total. Il faut le dire, sans foncier et sans outils juridiques adaptés, des chantiers prioritaires, hôpital, aéroport, infrastructures portuaires, assainissement, établissements médico-social, pénitentiaires risquent d'être freinés, si ce n'est totalement bloqués. C'est une fragilisation importante du volet opérationnel qui devra, à notre sens, être rapidement corrigée. Chacun doit maintenant prendre ses responsabilités pour y parvenir. Enfin, dernier point d'alerte, le maintien en l'état de 13 sections administratives, c'est un risque constitutionnel réel qui persiste à notre sens. Mes chers collègues, Mayotte a choisi la République. Ce choix engage en retour la République. Le groupe Les Démocrates votera en faveur de ce texte. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la députée. La parole est à Madame Agnès Firmin-Lebaudot pour le groupe Horizon et Indépendants. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre d'État, Monsieur le Rapporteur général, chers collègues rapporteurs, chers collègues. Mayotte n'a que trop souffert. C'est fort de ce constat que nous sommes ici pour franchir une étape décisive pour les territoires mahorais. Avant le cyclone de Chido, notre 101e département connaissait déjà de nombreuses difficultés. Un taux de chômage de 30% contre 7,4% dans l'Hexagone, un niveau de vie médian des Mahorais 7 fois plus faible qu'au niveau national, des habitats informels qui représentent 30% de l'habitat total, une très forte insécurité avec des bagarres à la machette et des rixes mortelles régulières, ou encore une pénurie de l'offre de soins, notamment libérale. Les chiffres parlent malheureusement d'eux-mêmes et témoignent des grandes difficultés que connaissent nos compatriotes mahorais. Des défis nombreux à relever. Après des mois d'urgence et des décennies de souffrance, Mayotte s'apprête toutefois à connaître un nouvel élan. Ce nouvel élan est promis par l'État depuis longtemps. Il s'apprête à se concrétiser par un projet de loi ambitieux qui acte de nombreuses avancées, qui permettra, j'en suis sûre, aussi de restaurer la confiance en l'État. Les attentes de nos compatriotes mahorais sont en effet nombreuses. Ils demandent à l'État d'acter des réformes structurelles qui amélioreront leur vie quotidienne, lutteront contre l'insécurité chronique de l'île et encourageront sa prospérité économique. En somme, voire sur le long terme. Il nous appartient de répondre à cette aspiration légitime. Ces aspirations sont enfin à la hauteur de l'affection qu'ils portent à notre République. 15 ans après le référendum sur la départementalisation qui a fait
recueilli 95% de oui. Leur attachement à la France est indéfectible. Ce projet de loi vise, quelques mois après la loi du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte, à apporter des réponses structurelles majeures. L'objectif de ce projet de loi, inédit car global, est double. Et contrairement à ce que certains de nos collègues pourraient affirmer, n'est pas paradoxal. Il vise d'une part à sortir progressivement Mayotte du droit dérogatoire qui le caractérise depuis trop d'années, puisque ce droit dérogatoire est moins-disant par rapport à l'Hexagone. Je pense notamment aux prestations sociales ou au montant du SMIC. Ce projet de loi vise d'autre part à renforcer les moyens juridiques à disposition des services de l'État. L'objectif de ces nouvelles dispositions dérogatoires n'est toutefois pas d'être moins-disant, mais bien au contraire, mieux-disant, afin de renforcer l'efficacité de l'action de l'État. Le groupe Horizon et Indépendants se félicite de cette CMP conclusive après 4 heures d'échange. Des mesures majeures porteront bientôt leurs fruits et nous le devons aux Mahorais. L'amélioration des dispositifs de lutte contre les reconnaissances frauduleuses de paternité et de maternité, la création d'un régime dérogatoire pour le département de Mayotte visant à autoriser les agents de police judiciaire à traverser les lieux privés constituant un habitat informel, l'accélération des modalités de convergence du droit applicable en matière de droits sociaux à Mayotte. Une première pour ce territoire, car tout est inscrit dans la loi. Je veux me féliciter ici du travail acharné que nous avons mené, les rapporteurs, à vos côtés, Monsieur le Ministre, pour, dès le 1er janvier 2026, inscrire la convergence sociale du SMIC pour être complète à partir de 2031, inscrire dans la loi, pour la première fois, la LODEOM qui sera effective à partir du 1er janvier 2027, ou encore l'extension à Mayotte de la protection universelle maladie ou la C2S. Ces mesures témoignent de la volonté du législateur de rapprocher Mayotte du droit commun tout en prévoyant des dispositifs juridiques spécifiques adaptés aux flux d'immigration irrégulière massive que connaît l'île. Sois-en sont fiers. La CMP a également fait œuvre utile en conduisant au rétablissement de l'article 19 ter visant à accélérer la procédure de consultation publique pour la piste longue de l'aéroport de Mayotte, tant promis et tant nécessaire et tant attendu. Ou encore en conservant la rédaction adoptée par notre Assemblée à l'article 10 qui vise à faciliter les opérations de résorption de l'habitat informel de Mayotte. En adoptant également la fin du visa territorial pour 2030. Le groupe Horizon et Indépendants tient toutefois à exprimer son profond regret du non-rétablissement de l'article 19 qui visait pourtant à accélérer la construction de Mayotte grâce à la création d'une dérogation à la procédure de droit commun en matière d'expropriation. La CMP sait aussi faire des compromis. Nous avons entendu les députés mahorais, mais nous avons aussi conscience qu'il faudra trouver des moyens pour que ces projets attendus puissent se réaliser. Nous regrettons aussi vivement qu'à cause du RN, la convergence vers un meilleur accès aux soins, notamment sur l'alignement de Mayotte sur le droit commun en termes d'autorisation d'ouverture de pharmacies d'officine, ne pourra se faire. Convaincu que ce texte porte des mesures utiles, un engagement important sans faille de l'État, le groupe Horizon et Indépendants votera en faveur du projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte, ainsi que du projet de loi organique relatif au département région de Mayotte. Nous le devons à la République, nous le devons aux Mahorais. Maintenant, Monsieur le Ministre, à vous d'appliquer ces mesures, à nous de faire en sorte de pouvoir contrôler si elles sont réellement appliquées. Je vous remercie, Madame la députée. Et avant de donner la parole aux 3 derniers orateurs inscrits, je vous rappelle que la conférence des présidents a décidé qu'il serait procédé à un scrutin public sur les projets de loi ordinaires et organiques tels qu'ils résultent des textes des commissions mixtes paritaires. Et donc, je l'ai fait annoncer dans l'enceinte de l'Assemblée. Et la parole est à Madame Estelle Youssoufa pour le groupe Liberté Indépendants Outre-mer et Territoires. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur général, chers collègues. Nous saluons l'accord trouvé en commission mixte paritaire, bien qu'il soit imparfait. Au groupe LIOT, nous voterons ce compromis malgré ses limites, car il apporte des avancées indispensables pour Mayotte. Nous le ferons sans enthousiasme, mais avec le sens des responsabilités, parce qu'il faut qu'on ouvre enfin des perspectives pour Mayotte. Si cette CNP est restée sourde à de nombreuses positions défendues par les 4 parlementaires de Mayotte, elle a été conclusive et c'est heureux. Je salue ainsi la suppression de l'article 19, qui aurait créé un droit d'expropriation inédit. Les Mahorais ne seront pas dépossédés de notre terre. L'État devra respecter les garanties constitutionnelles attachées à la propriété et c'est une victoire pour Mayotte. Nous prenons également acte de l'inscription de la loi dans la loi de la trajectoire de 4 milliards d'euros pour l'eau, la santé, la reconstruction, l'école et la sécurité. Chaque crédit devra être au rendez-vous du prochain budget et nous y veillerons. Pourtant, malgré mes efforts en coulisses et l'engagement ce matin face au groupe LIOT, sur cette question, votre refus, Monsieur le Ministre, d'aligner la hausse du SMIC avec la mise en place de la LODEOM en 2026
posent les ferments d'une crise économique et de mouvements sociaux à Mayotte. Le lobbying malveillant du MEDEF et de la FEDOM ont porté leurs fruits empoisonnés pour priver nos entreprises et nos travailleurs des dispositifs existants dans les autres départements ultramarins. Et cela ne peut qu'aboutir à une crise sociale majeure. Mais comme vous le dites pour l'article 19, il faudra prendre ses responsabilités. Je rappelle ici que seulement la moitié des prestations sociales existantes dans notre pays sont appliquées à Mayotte. Et lorsque c'est le cas, à seulement la moitié du montant national, alors que le panier alimentaire moyen coûte 150% plus cher que dans l'Hexagone. Pas un mot de votre part, ni un seul engagement sur les prestations sociales non contributives qui sont totalement à votre main. Nous déplorons également le nouveau découpage en 13 sections qui bride la représentation pluraliste de la nouvelle collectivité qui comptera 52 élus. Un sectionnement trop éclaté renforce l'effet majoritaire aux dépens de l'effet proportionnel recherché par l'instauration du scrutin de liste. Le toilettage institutionnel, cher au ministre Tani, qui a déployé des efforts insensés pour ce découpage paralysant et probablement anticonstitutionnel, se paiera certainement comptant avec des recours en justice. Enfin, parce que Mayotte est le seul département revendiqué par un État voisin, la lutte contre l'immigration irrégulière doit être totale. Les mesures contre les reconnaissances frauduleuses, la fin du titre de séjour territorialisé en 2030 et la confiscation des titres de parents de mineurs violents vont dans le bon sens, mais ces mesures exigeront des moyens maritimes, policiers et judiciaires à la hauteur. Parce que cette loi engage un chemin imparfait mais réel pour Mayotte, nous voterons donc pour. Mais notre soutien sera exigeant. À chaque budget, nous vérifierons que pas un euro ne manque pour enfin construire notre île. Mayotte restera vigilante parce que c'est sa devise et ce qui nous définit. Nous sommes, Mayotte, un petit trésor de France avec le plus beau lagon du monde, niché dans le canal du Mozambique dans l'océan Indien. Mayotte qui écrit son histoire singulière et belle, avec humilité mais détermination, une histoire en bleu, blanc, rouge. Longtemps invisibles, nous, Mahorais, avons surgi récemment sur la scène médiatique et politique nationale au gré des crises. Oui, vous l'avez dit, Monsieur le Président de la Commission, vous avez voté 3 fois cette année pour Mayotte. Ça faisait tellement longtemps qu'on ne l'avait pas fait que nous, on estime que c'est un peu justice. Alors, la catastrophe du cyclone Chido nous a fait entrer dans le cœur de nos compatriotes qui ont manifesté une fraternité bouleversante alors que nous connaissions l'enfer. Les Français de l'Hexagone et d'Outre-mer sont venus massivement. Ils se sont mobilisés pour nous venir en aide, collecter des dons matériels et de l'argent, annuler leurs vacances de Noël pour venir protéger, soigner, remettre l'électricité, l'eau et le téléphone, réparer en urgence, distribuer les secours à Mayotte. Et pour cela, nous leur disons merci du fond du cœur. Chido a détruit Mayotte, mais a aussi ouvert une nouvelle page de notre histoire. Les épreuves nous ont atteints dans notre chair, mais elles nous forgent. Mayotte est plus forte, plus combative, plus déterminée que jamais à prendre toute sa place dans la République. Cette loi imparfaite n'est qu'une étape. Nous prenons ces avancées et nous battrons pour obtenir ce qui nous revient de droit. C'est un combat républicain que Mayotte gagnera. Le chemin est long, mais Mayotte s'est triomphée de l'adversité. Avec une ténacité incroyable, un immense sourire, un immense sourire, un humour ravageur, une solidarité généreuse et une grande modestie, Mayotte avance. Certains ici voulaient nous effacer, mais nous sommes Mahorais et fiers de l'être, des Français de Mayotte, avec nos Kishali, nos traditions, qui parlent Shimaoré et Kibushi et qui chantent en français la Marseillaise à plein poumon. Nous le ferons le 14 juillet. Mayotte est dans la République et c'est une chance pour la France. Cette loi est une belle avancée pour notre pays. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la députée. La parole est à Madame Emeline Kerbidi pour le groupe Gauche démocrate et républicaine. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Notre Assemblée est amenée aujourd'hui à s'exprimer sur les 2 projets de loi ordinaires et organiques de refondation de Mayotte. Jamais on n'avait autant parlé de Mayotte, ni même d'un autre territoire d'outre-mer, de façon aussi importante, aussi longue et aussi passionnée au sein de notre Assemblée. Lors de l'examen en première lecture il y a quelques semaines, nous vous avions déjà exposé nos déceptions, nos craintes et nos colères sur ce texte concernant Mayotte. Non pas que ce texte n'était pas nécessaire, bien au contraire.
Il était indispensable, tant nous connaissons tous la réalité du territoire mahorais, mise en exergue par le cyclone Chido. La déception, tout d'abord, de voir que l'essentiel des avancées sociales censées répondre aux attentes concrètes de la population mahoraise était relégué dans un rapport annexé, sans valeur législative ni contraignante, on vous l'avait dit. Déception face à un texte dont l'ambition et la portée ne nous semblaient pas à la hauteur du délaissement dont Mayotte a fait l'objet depuis des décennies. Nos craintes également que les promesses de l'État en termes d'investissement ou de convergence sociale ne soient pas tenues, comme tant de promesses avant elles. Crainte de voir la convergence ne jamais se traduire par une véritable égalité des droits que les délais et les taux fixés font apparaître comme un lointain mirage. Colère enfin de voir que le cœur du texte consistait en une série de mesures dérogatoires ou d'exceptions en matière d'immigration, une méthode dont l'échec cuisant aurait dû vous conduire à reconsidérer toute votre politique de lutte contre l'immigration illégale, à choisir une politique qui ne conditionne pas l'égalité sociale à la maîtrise des frontières terrestres et maritimes, une politique qui n'oppose pas lutte contre l'immigration et respect des droits fondamentaux. Nous en avions débattu et la majorité l'avait emporté. Le texte issu de la CMP, finalement, n'est pas si éloigné de celui que nous avions voté ici fin juin. Nos remarques sont donc toujours d'actualité et notre vote, sans surprise, restera inchangé. Si nous saluons la suppression en CMP de l'article 19 sur la facilitation des expropriations, nous regrettons l'application de la LODEOM seulement en 2027, par exemple. Et sur ce dernier point, Monsieur le ministre, la colère des élus mahorais fait écho à l'inquiétude des élus de tous les territoires d'outre-mer. Nous n'oublions pas que l'année dernière, alors vous n'étiez pas à ce moment-là ministre de l'Outre-mer, mais nous n'oublions pas que l'année dernière, le gouvernement avait voulu raboter la LODEOM. J'imagine que la tentation est grande, au sein de quelques ministères, d'aller chercher des économies et donc de revenir sur ce dispositif fiscal, encore cette année ou peut-être l'année prochaine. Auquel cas, s'il vous venait à l'idée de raboter à nouveau la LODEOM, il serait particulièrement cynique de promettre aux entrepreneurs mahorais l'application d'une aide en voie de disparition. Mais Monsieur le ministre, je l'ai dit et je le redis, le cynisme, je le laisse à GBH et au président de la République. Je ne vous ferai pas à vous ce mauvais procès. Alors pour vous, le plus difficile commence maintenant. Transformer les tableaux du rapport annexé en lignes budgétaires, bien ordonnées. Dans les prochains projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale, pour vous, le plus difficile, ce sera de transformer cette loi, ces promesses, en écoles, en hôpitaux, en ports, en routes, en eau claire et potable, pour toutes les Mahoraises et les Mahorais, pour toutes ces femmes, ces hommes et ces enfants qui attendent depuis trop longtemps que la promesse républicaine, liberté, égalité, fraternité, soit aussi une réalité sur le territoire mahorais. Merci. Je vous remercie, Madame la députée. Nous allons entendre la dernière oratrice. Et comme c'est toujours un petit peu compliqué en fin de discussion générale, je vous demande de peut-être baisser un peu le niveau sonore pour qu'on puisse l'entendre correctement. Donc la parole est à Madame Sophie Ricourt-Vaginet pour le groupe UDR. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Depuis son accession au statut de département en 2011, Mayotte a concentré toutes les contradictions de notre modèle démocratique et républicain. Un attachement profond à la France et dans le même souffle, une défiance légitime envers un État incapable de protéger, d'éduquer et de soigner. Le cyclone Chido, en décembre 2024, n'a pas seulement emporté les tôles et les palmiers. Il a dévoilé la nudité structurelle de nos carences. L'onde de choc fut autant physique que morale, rappelant que la République, là-bas, vacille sous le double fardeau du dénuement et de l'immigration incontrôlée. Refonder Mayotte n'est plus un choix administratif ou législatif. C'est un impératif de souveraineté. Le premier texte, le projet de loi de programmation, fruit d'un long cheminement parlementaire, engage la France pour 3,2 milliards d'euros d'ici 2031. Ce n'est pas un chèque en blanc. C'est la matérialisation d'un engagement républicain, un contrat de confiance pour l'eau, l'école, la santé et les infrastructures. Mais que vaudraient des routes si elles deviennent des couloirs pour l'économie souterraine?
Et que vaut un hôpital si l'ordre public y est absent? Le second texte, le projet de loi organique, va plus loin. Il entérine la création du département région de Mayotte, alignant ce territoire sur le modèle de la Guyane ou de la Martinique. Avec une assemblée de 52 élus, une gouvernance clarifiée et une cohérence normative renforcée, ce texte jette les bases d'une architecture institutionnelle stable, validée par le Conseil d'État. Je salue le travail déterminant et assidu du groupe Rassemblement national que nous avons soutenu dans le rendu final de ces lois de refondation de Mayotte. Toutefois, ces deux textes n'auront de portée que si nous affrontons sans détour la réalité migratoire. Car Mayotte n'est pas seulement submergée, elle est assiégée. L'explosion démographique alimente la violence, le travail informel, les bidonvilles insalubres. Le droit du sol, en l'état, n'est plus une générosité, c'est un piège démographique qui désarme la République et ruine la cohésion locale. Avec le groupe UDR, nous l'affirmons, la question de l'adaptation du droit du sol à Mayotte n'est plus un tabou juridique, mais c'est une nécessité stratégique. Il s'agit d'un chantier constitutionnel et d'un courage politique qui dépasse la simple arithmétique législative. Nous ne devons plus confondre la protection des personnes et la dilution de la nation. Le groupe UDR votera donc ces textes par pragmatisme, par loyauté républicaine, mais surtout par exigence. Exigence d'une application intégrale des mesures promises, exigence d'un suivi régulier des 3,2 milliards annoncés, exigence d'un contrôle parlementaire permanent, garant d'une démocratie vivante et non décorative. Nous saluons la création d'un rapport annuel au Parlement, clé de voûte d'une responsabilité continue. Mais nous affirmons que ce contrôle doit s'élargir à la question migratoire pour que Mayotte ne reste pas la variable d'ajustement d'un humanisme naïf. La République est un pacte. Elle protège ceux qui y adhèrent, mais elle doit aussi se protéger elle-même. Mes chers collègues, nous ne refondons pas seulement un territoire, nous refondons la promesse républicaine aux confins de notre souveraineté. Si nous voulons que Mayotte reste française dans son cœur et dans son quotidien, il nous faut cesser de différer les décisions difficiles. Refonder, c'est assumer, c'est préférer le long terme à l'effet d'annonce. Le courage n'est pas de signer un chèque, mais de tenir la plume qui inscrit la loi dans la réalité. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la députée. Et la parole est à Monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre, je tiens d'abord à saluer les rapporteurs qui m'ont accompagné dans ce texte de loi, Agnès Firmin-Le-Bodo, sans qui nous n'en serions pas là sur la convergence sociale, Philippe Gosselin qui n'est pas là, qui a des milliers de kilomètres, mais dont je sais qu'il nous regarde, et sans lui, sur le volet migratoire, franchement, et notamment le titre de séjour territorialisé, nous ne serions pas arrivés à ce beau résultat, et Céline Youssoufa, dont chacun connaît l'exigence, et c'est normal pour Mayotte. Et vous toutes et tous, au travers de cette commission mixte paritaire, avec le travail fait avec les sénateurs, je tiens à remercier Manuel Valls, le ministre d'État, pour faire en sorte qu'avec l'ensemble des groupes parlementaires, on puisse avancer de manière à faire en sorte que ce texte puisse connaître, c'est une CMP, chers collègues, puisse connaître un aboutissement positif. Le dernier mot, bien sûr, Frank Gums, qui n'est pas loin et qui s'est beaucoup impliqué sur ce fameux article 19. Vous pouvez l'applaudir parce que ça n'était pas chose facile. Les habitants de Mayotte nous regardent. Jamais une telle réponse aussi puissante, politique, économique et sociale n'avait été proposée. À nous de l'accompagner et je vous invite naturellement à suivre ce texte. Merci. Je vous remercie, Monsieur le rapporteur. La parole est au ministre d'État. Non, c'est la conclusion d'une CMP. Je voulais uniquement dire quelques mots et ça nous a permis aussi avec Philippe Vigier de le dire devant une très grande représentation nationale ici, alors que pendant les débats, nous étions plus concentrés, si je puis dire, mais je sais l'intérêt que vous portez à ce territoire. Je voudrais dire très rapidement, d'abord remercier à mon tour les rapporteurs pour leur engagement, évidemment, Monsieur le rapporteur général, mais l'ensemble des rapporteurs. Tous les parlementaires, tous les députés qui ont participé de ce débat,
et bien sûr plus particulièrement, et c'est normal, les deux députés qui représentent Mayotte, mesdames Bamana et Youssoufa. Et troisièmement, vous dire que ce texte, vous pouvez les applaudir toutes les deux parce qu'honnêtement, elles portent un engagement difficile. Troisièmement, vous dire que ce texte, évidemment, nous l'avons dit, donne des moyens supplémentaires en matière de sécurité, en matière de lutte contre l'immigration illégale, en matière de lutte contre l'habitat irrégulier, mais engage pour la première fois depuis longtemps, contrairement à ce qui a été dit, une convergence sociale et économique qui doit nous faire aboutir, qui doit faire aboutir Mayotte à l'égalité réelle. Et enfin, il va permettre à ce territoire progressivement de se doter d'infrastructures solides. Je pense bien sûr aux ports et aéroports, pas seulement, et en nous donnant de grandes priorités, ça a été dit aussi, sur l'école, les transports et la santé. Et nous avons une obligation de réussite avec les 4 milliards qui seront engagés. Ça sera mon dernier mot. Je veux vous dire que comme ministre des Outre-mer, j'étais particulièrement fier de porter ces textes. Et Madame Youssoufa, vous avez raison. 3 textes, dont 2 initiés par le gouvernement, ça a été rappelé par le président de la commission de loi, président de la CMP il y a un instant. 2 textes portés par le gouvernement, Mayotte méritait ces textes. Mais maintenant, nous avons une obligation, et même si chacun, à la fin, tire à lui ou à elle les avancées de ce texte, le critique ou l'approuve, en tout état de cause, il sera approuvé aujourd'hui largement, et je n'en doute pas demain au Sénat. Cela nous donne une obligation de résultat. Donc je veux dire ma fierté d'avoir porté ces textes, ma fierté de répondre aux attentes et aux demandes des Mahorais qu'ils méritent parce qu'ils sont si français. Et maintenant, il faut engager, il faudra travailler vite pour redresser ce territoire. Mes remerciements à chacun d'entre vous. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Je mets d'abord aux voix le projet de loi ordinaire tel qu'il est issu de la commission mixte paritaire. C'est un scrutin public. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 527, majorité 4, exprimé pardon 465, majorité 233 pour 354 contre 111. L'Assemblée a adopté le projet de loi ordinaire. Et je mets maintenant aux voix le projet de loi organique. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 527, exprimé 527, majorité 264 pour 525 contre 2. L'Assemblée a adopté le projet de loi organique. Voilà pour ce vote définitif sur le projet de loi Mayotte, 7 mois après le passage dévastateur du cyclone Chido. Ainsi se termine cette séance. On se retrouve très bientôt sur LCP pour voir ou revoir un autre moment fort parlementaire. Ciao, ciao.